Pour dessiner, effacer, voici Magna Doodle. Avec Magna Doodle, on peut faire des milliers de dessins. Il y a même des tampons pour les petits malins. On recommence autant de fois que l'on veut. Magna Doodle, c'est vraiment génial. Le tableau magnétique Magna Doodle existe en version voyage. Magna Doodle de Tyco. Enfin, un désodorisant propulsé à l'air pur. L'arbre vert, plus propre, plus pur, de l'air. Seven Up, un point c'est tout. Pour aider au choix de votre vie, vous sentir solidaire, être mieux informé, regardez chaque semaine les témoins anonymes qui se racontent, les vrais leaders connus ou discrets qui expliquent leurs idées, les reportages ou grandes enquêtes qui vous emmènent sur le terrain. Parce que vous êtes des citoyens, la Marche du siècle écoute pour vous les battements de cœur de notre société. La Marche du siècle, c'est chaque mercredi, 20h40 sur FR3. Bonsoir. À partir de ce soir et jusqu'au 7 juillet, vous allez pouvoir suivre en dessin animé les aventures de Tintin. Mais attention, à la fin de chaque épisode, comme celui que nous allons suivre ce soir, il vous sera posé 3 questions. Donc soyez attentifs, soyez très vigilants et à tout à l'heure. FR3 et les magasins Jouet Club vous emmènent au pays de Tintin. Quelle croisière magnifique, n'est-ce pas, Milou? Adieu, Tintin. Ton souvenir restera gravé dans mon cœur comme dans le cristal le plus pur. Nous retrouvons Tintin la semaine prochaine avec les magasins Et maintenant, place à notre grand jeu concours Tintin. À partir de ce soir et jusqu'au 7 juillet, je vous retrouverai après chaque épisode de Tintin pour vous poser 3 questions. Voici les 3 du jour. Vous avez trouvé? Pour vous aider, vous allez découvrir 3 indices supplémentaires sur Énergie, dans Télérama Junior et sur le Minitel 3615 FR3. Pour jouer, vous nous envoyez vos réponses
sur papier libre ou sur les bulletins de Télérama Junior à l'adresse suivante. Ou alors, vous tapez 3615 FR3 pour retrouver les 3 questions de la semaine. Ainsi, vous pourrez gagner de fabuleux cadeaux offerts par les magasins Jouet Club. Bonne chance et à mardi prochain. Aujourd'hui, les femmes veulent manger frais et sain, et léger, et équilibré, et aussi manger bon et raffiné, et savoureux et vitaminé. Ah, j'oubliais, vite et facile. Et ça, évidemment, Seb le sait depuis longtemps. C'est pour ça que l'autocuiseur Seb existe, pour cuisiner bien et cuisiner vite. L'autocuiseur, c'est Seb qui y a pensé. Seb, c'est bien. Avec certains logiciels de gestion, bonjour la paperasse. Alors, pour éviter ça, l'expert Micro Memsoft vous offre un diagnostic flash. Et la reprise de votre ancien logiciel pour 6 000 francs. Consultez vite le 3615 Memsoft. Vous y verrez déjà plus clair. Memsoft, la bonne réponse à votre gestion. Vous croyez que c'est simple? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que c'est simple de trouver un appartement bien situé? Mais oui! En immobilier, quand on cherche, il trouve. Au revoir les enfants! Au revoir maman! Oh, leurs serviettes! Allez les mini-doux, dépêchons-nous! Dou, 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 c'est Mini-Dou qui pense à tout. C'est Mini-Dou, toujours plus doux. Mini-Dou, encore plus doux pour l'environnement. Dou, 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 pour nous la nature c'est important. Mini-Dou, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de douceur naturellement. Mini-Doux, agent adoucissant biodégradable. Bravo les petits génies du doux. Laissez-moi, Franck. Notre histoire est finie. Hélène, ne partez pas, donnez-moi une dernière chance. Inutile, Franck. Pourrais-je au moins vous revoir? Vous savez bien que l'amitié entre un homme et une femme est impossible, Franck. Mais, Hélène, je ne pourrai jamais vivre sans vous. Oh, Franck, comment ai-je pu douter de vous? Cité forte et Sirosport. Les routes les plus célèbres ont choisi Lancia des draps. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. C'est la fraîcheur du marché qui fait la fraîcheur maison. Sodebo, la fraîcheur maison. Baroque Passion, un nouveau fleuron en rouge et noir. Collection rouge et noir, DMI Classics. Des coffrets de 2 disques compacts pour le prix d'un. De l'eau, de l'air, la vie. Enfin, un désodorisant propulsé à l'air pur. L'Arbre Vert. Du propre, du pur, de l'air. Chaume, c'est comme marcher pieds nus sur la terre chaude, quand flotte encore dans l'air le souvenir d'une pluie d'été. Quand la terre déjà sèche parce qu'elle a bu trop vite, exhale un parfum lourd et âcre. Chaume. Terre de chaume. Pour aider au choix de votre vie,
vous sentir solidaire, être mieux informé. Regardez chaque semaine les témoins anonymes qui se racontent, les vrais leaders connus ou discrets qui expliquent leurs idées, les reportages ou grandes enquêtes qui vous emmènent sur le terrain. Parce que vous êtes des citoyens, la Marche du siècle écoute pour vous les battements de cœur de notre société. La Marche du siècle, c'est chaque mercredi, 20h40 sur FR3. Le Vietnam, familier et pourtant mystérieux. Quel est-il vraiment et pourquoi tous ces tourbillons tragiques? Traverse pénètre le Vietnam à l'extrême, mercredi à 23h35. Première étape, Vietnam, kilomètre zéro. Celui qui chante dans l'amour, celui qui chante dans la vie, celui qui chante dans sa tête à lui. Métro, boulot et dodo. On n'entend que ces trois petits mots ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien. Et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne. Métro, boulot et dodo. On n'entend que ces trois petits mots ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien. Et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. À Paris, au sommet de la tour, ceux qui fait voir la nuit tomber le jour. C'est magnifique et mouvant, ça vous au sol, moi je deviens fou. Au milieu de tous les bâtiments, et sans compter tous les embouteillages. Certains préfèrent le métro, on est malade dans les dents au boulot. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Il y en a qui passent juste à côté, sans s'en rendre compte qu'il y a des merveilles à voir. C'est parce qu'ils n'ont pas les temps qu'il faut pour une appréciation. Attention, les dodos c'est sacré, et le boulot est aussi les miam-miam. Pour éviter les bouchons, pour traverser toujours les métros. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, ou les besoins quotidiens.
soir, la fête du football a tourné au drame à Bastia. La tribune du stade Foriani s'est effondrée ce soir avant même que la demi-finale de la Coupe de France, qui devait opposer Bastia à Marseille, ne commence. Un premier bilan fait état d'un mort et de 200 blessés, dont plusieurs graves. 4 hélicoptères de la sécurité civile et de l'armée évacuent en ce moment des blessés dans les hôpitaux environnants. Nous rejoignons tout de suite Georges Matera sur le stade de Furiani. Avez-vous des précisions, Georges, sur les circonstances de cet accident ? Voici ce qui reste de l'ancienne tribune Papy aménagée spécialement pour ce match Bastia-OM. C'est là que s'est produit l'accident. Il était environ 20h tout à l'heure lorsque tout le haut de la tribune s'est écroulé. Plusieurs milliers de personnes sont tombées, une chute de plus de 10 mètres. Derrière moi, vous apercevez les blessés graves qui ont été regroupés sur le terrain, alors qu'à ma droite, les hélicoptères de la sécurité civile se relient depuis tout à l'heure pour évacuer tous ces blessés graves sur les hôpitaux de Bastia. On sait aussi que des avions sanitaires vont être rapatriés de Marseille. Ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est qu'on déplorait, mais bien sûr tout ça est à prendre au conditionnel, on ne déplorerait que 3 victimes, malheureusement d'innombrables blessés, des blessés graves. C'est une catastrophe nationale. La Corse, la France, le football ce soir sont en deuil car il y aura sans doute de nombreuses victimes. Selon le président de la Fédération française de football, Jean Fournet-Fayard, un maximum de garanties avait été prises. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage du commandant des pompiers qui s'est occupé de l'évacuation des blessés. Surtout, on aura des problèmes au niveau des hôpitaux pour caser toutes les personnes. Donc vous dites à 21h30 pour l'instant, vous avez 3 victimes. 3 victimes, oui, dont 2 sapeurs-pompiers. Et vous pensez qu'il y aura d'autres victimes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps sous les décombres? Il faut voir le directeur médical. Là, il n'y a plus de corps sous les décombres? Actuellement, on fait des recherches là, avec nos groupes électrogènes. On a fait plus de la moitié des tribunes, il n'y a plus personne. La capacité du stade avait été spécialement augmentée pour cette demi-finale. De 8 500 places, elle avait été portée à 18 000 places cette semaine. Retour donc sur les événements et sur les circonstances de la catastrophe de ce soir. Didier Balaise. Toutes les conditions étaient réunies pour une grande fête de football. Les joueurs étaient même sur le terrain. Lorsqu'à 20h20, une des tribunes provisoires du stade s'effondre, c'est le drame. La structure métallique glisse vers l'arrière, entraînant quelques centaines des 10 000 spectateurs assis dans cette partie du stade. Il semblerait que le poids et les mouvements du public enthousiaste soient à l'origine de l'accident. Instantanément, les secours s'organisent, les bénévoles s'activent. Mais les ambulances connaissent de grandes difficultés pour accéder sur les lieux et évacuer les blessés. Devant l'ampleur du désastre, les autorités locales décident alors de faire appel aux moyens d'aide de la métropole. Un PC de secours est installé sur le stade. Les moyens héliportés du SAMU évacuent les nombreux blessés vers les hôpitaux les plus proches. Un premier bilan, établi voici quelques minutes, faisait état d'un mort et d'au moins 200 blessés. La construction métallique montée en 48 heures est du même type que celle utilisée à Albertville, mais ce soir se pose déjà la question de savoir si toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises. Nous reviendrons bien sûr d'ici la fin de ce journal sur cette catastrophe avec un bilan peut-être définitif et de nouvelles images. À l'Assemblée nationale, une journée plutôt calme aujourd'hui pour l'ouverture du débat sur la révision de la Constitution. Le gouvernement s'est employé à calmer les inquiétudes de l'opposition sur les conséquences du traité de Maastricht. Une bataille de procédure s'est ouverte. Le gouvernement veut aller vite. L'opposition, elle, demande davantage de temps pour examiner le texte. Ce soir, elle a obtenu satisfaction. Jean-Baptiste Prédali. Premier accroc à la révision constitutionnelle, une panne de micro. Pierre Bérégovoy interrompu, premier retard dans un débat qui va voir défiler plus de 50 orateurs. Sur le fond, le Premier ministre a choisi son style, pédagogie et plaidoyer pour l'Europe. Et si l'opposition veut freiner la réforme au Parlement, le gouvernement a déjà sa propre solution. Si le référendum s'impose, référendum il y aura. Ni le président de la République, ni le gouvernement ne redoutent la consultation directe du peuple.
Le RPR avait déjà dénoncé la précipitation du gouvernement, même thème aujourd'hui, avec un souci, ne pas paraître jouer l'obstruction. Nous sommes bien décidés à faire en sorte que la majorité socialiste et le gouvernement acceptent le débat approfondi que nous voulons. Un débat approfondi pour mieux construire l'Union européenne, pour faire en sorte que la France y entre debout et non pas à reculons. Côté centriste, pas d'opposition de principe, les pro-Maastricht prônent un débat dépassionné. Et pour l'essentiel, la démonstration de M. Bérégovoy est juste. Et il a d'ailleurs fait appel à la concorde. Donc je crois qu'il faut aborder ce débat avec une certaine hauteur de vue. Restent les anti-Maastricht. Ils vont commencer à faire entendre leurs arguments, comme Philippe Séguin, bataille de procédure et de principe. Ils ont même obtenu un sursis. Le vote est déjà repoussé à mardi. D'ici là, pour les plus studieux, dans l'hémicycle ou en commission, il y aura eu de nombreuses heures de veille. Michel Lemaire, la séance vient de reprendre à l'Assemblée nationale. On attend l'intervention de Philippe Séguin dans quelques instants. Quelle est l'ambiance ce soir dans l'hémicycle ? Alors l'hémicycle, lui, est assez clairsemé ce soir, ce n'est pas étonnant, mais l'ambiance, elle, est à la franche décrispation. Alors ça peut paraître assez paradoxal de dire ça, au moment où Philippe Séguin va monter à la tribune et prononcer sans doute le discours le plus sévère, le plus argumenté contre les accords de Maastricht. Mais somme toute, Philippe Séguin est assez isolé. Et ce qui avait surtout mis en colère l'opposition, c'est qu'elle avait le sentiment, pendant le débat en commission, que le gouvernement voulait mener un débat accéléré, pour ne pas dire un peu bâclé. Et le gouvernement a tout fait aujourd'hui pour gommer cette impression. Il y a eu ce soir la fameuse conférence des présidents dans une ambiance assez inhabituelle. Principal résultat, on va se donner le temps de discuter. La discussion générale va se dérouler tranquillement. Sans doute, il y aura jeudi un renvoi de ce texte en commission et ce n'est que mardi, donc le débat a été prolongée, que commencera la discussion article par article. Elle se terminera par un vote personnel, c'est-à-dire un vote assez solennel. Là aussi, on s'est mis d'accord sans trop de difficultés. Alors bien sûr, tout cela n'empêche rien sur les désaccords de fond, mais l'Assemblée nationale s'est donné ce soir les moyens de mener un débat serein. Merci Michel. La construction européenne, justement au cœur des discussions entre François Mitterrand et Felipe González ce soir à Madrid. 1 heure d'entretien entre les deux hommes qui ont évoqué aussi la lutte contre le terrorisme. Le président de la République est en Espagne pour une visite de 24 heures. Demain, il se rendra à Séville pour présider la journée de la France à l'exposition universelle. Un événement qui sera largement couvert dans nos journaux. Dès 12h, une édition spéciale d'1 heure en direct de Séville. À 12h45, le président de la République répondra aux questions de Paul Amar. Séville également présent dans le 19-20 et dans Soir 3. Un mariage d'argent, Matra fusionne avec Hachette. Le groupe de communication, très touché, vous le savez, par l'échec de la 5, va bénéficier du soutien du groupe de haute technologie qu'est Matra. Jean-Luc Lagardère l'a annoncé ce matin, un président bien décidé à renouer avec le succès. Martine Thiébaut. Première conférence de presse de Jean-Luc Lagardère depuis la liquidation de la 5, mais l'annonce de la fusion de ces deux pôles industriels, Matra et Hachette, n'est pas une surprise. C'est le résultat d'une stratégie financière destinée à tirer Hachette du mauvais pas dans lequel l'a mis la déroute de la 5, un gouffre de 3,5 milliards. Son objectif maintenant, renouer avec la victoire. À l'étranger, nouveaux affrontements entre les intégristes musulmans et les forces de l'ordre. Des coups de feu ont éclaté à Alger dans le quartier de Bab el-Oued. Le bastion intégriste a été bouclé par les policiers. C'est le deuxième accrochage de ce genre à Alger en l'espace de 24 heures. Ce soir, la tension semble être tombée. Dernières informations avec la correspondance par téléphone de au nord-ouest d'une ligne Reims-Nantes ainsi que sur la chaîne pyrénéenne, gros nuages souvent percés par un sympathique petit soleil. Sur toutes les autres régions, agréable ensoleillement après dissipation de rares bancs de brume ou de brouillard qui seront demain matin peu denses et peu tenaces. Au lever du jour, le Mistral soufflera à 40 km à l'heure en rafale et la Tramontane à 50-60 km à l'heure. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée tout de suite. Au nord d'une ligne Metz-Nantes, alternance de passages nuageux et d'agréables éclaircies. Vent frais de nord 15 à 20 km à l'heure. Ailleurs, de l'Alsace et du centre à l'Aquitaine et à la Méditerranée, soleil printanier, un peu moins performant sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse où quelques orages isolés sont à craindre. Le Mistral, l'après-midi, soufflera en rafale à 50 km à l'heure et la Tramontane, qui veut faire mieux, à 60 km à l'heure. Alors les températures matinales, eh bien, elles seront plus agréables qu'aujourd'hui sur l'ouest et puis en légère régression ailleurs, voyez.
4 à Aurillac, 6 à Lille, Reims, Tours, Clermont-Ferrand, 7 à Metz, Alençon, Bordeaux, 8 à Cherbourg, 9 à Toulouse, 12 à Marseille et 14 records des matinales, c'est quand même pas mal pour la 12 ville de Nice qui collectionne les records. Et celles de l'après-midi, eh bien je vous les offre tout de suite, il suffit de les demander, elles oscilleront entre 13 et 25 degrés. 13 à Cherbourg, 14 Le Havre, 16 à Lille, Rouen, Alençon, 17 à Rennes, 18 à Mulhouse, 19 à Paris, Dijon, Lyon, 20 à Bordeaux, c'est quand même pas mal, 24 à Nîmes, et qui dit mieux, 25 records du jour à venir pour Marseille. Allez, comme tous les soirs, on passe les frontières. Zou, c'est parti. Dublin, Londres, de la pluie, demain on n'y va pas. Copenhague, des nuages. Moscou, Vienne, Madrid, Alger, de belles éclaircies. Berlin, Varsovie, Athènes, Rome, Lisbonne, grand beau temps. Demain, 6 mai 1992, on fêtera dans la joie. Prudence et Marien, il s'agit d'être prudent également sur la route, si vous avez volant à prendre. Et puis, en ce qui concerne l'avenir, jeudi, un peu plus de nuages sur la moitié nord, ailleurs, soleil. Belle soirée avec nous sur FR3. Jardiland, faites pousser vos idées. Jardiland, Jardiland. Savez-vous qu'un seul bol d'All Bran vous apporte autant de fibres qu'une, 2, 10 biscottes au son? All Bran est naturellement très riche en fibres, les plus efficaces pour faciliter le transit intestinal. All Bran de Kellogg's, une réponse fibre aux problèmes de transit. Chez McDonald's. Vendredi, en Galice, on exploite la mer au risque de sa vie. Thalassa sur la côte de la mort. Samedi, veuve, privée de tout et soumise à internement arbitraire. C'est mon histoire. Dimanche, comique au top de la classe. Le meilleur de Palmade, Bigard et les autres en un concentré désopilant. Lundi, combat de chef entre officiers français en Algérie. Anthony Quinn et Alain Delon sont les centurions. Vendredi, Thalassa. Samedi, c'est mon histoire. Dimanche, comique au top de la classe. Lundi, les centurions. Respirez, vous êtes sur FIP. Le créateur, le père de Tintin, cette étoile de première grandeur au firmament de la bande dessinée, c'est Georges Rémy. Rémy Georges. R.G. C'est lui. C'est le maître d'œuvre d'une comédie humaine ou de tous les personnages les plus connus, et bien sûr, Tintin. Tintin, c'est un modèle proposé aux adolescents. Tintin, c'est le reporter. Tintin, c'est celui qui parcourt le monde, qui se tire d'affaire dans toutes les situations. Et Tintin est accompagné de Milou, comme Don Quichotte l'est de Sancho Panza. Milou partage avec Tintin les mêmes valeurs. Avec plus de mérite, peut-être, car Milou n'est pas sans faiblesse. Plus qu'un compagnon, c'est un complice. Son importance sera quelque peu éclipsée par la personnalité du capitaine Haddock. Haddock n'est pas un modèle, sans doute. C'est le personnage peut-être le plus humain des héros de Tintin. C'est un être excessif, mais qui a le cœur sur la main. Il n'y a qu'à voir de quel dévouement il est capable d'entourer le professeur Tournesol. Tournesol,
c'est la science. Difficile de communiquer avec le professeur, mais tournesol à la réplique. La Castafiore, c'est la pire relation publique de Charles Gounod. C'est la diva fin de siècle par excellence. C'est le cauchemar du capitaine Haddock. Et puis, il y a les deux Dupont, qui ressemblent à la bêtise comme des frères. Magiciens involontaires du gag. Mais les deux Dupont, Milou, Haddock, la Castafiore, ne sont que les personnages principaux parmi les centaines d'acteurs que compte l'œuvre de celui que l'on n'hésite pas à appeler le Balzac de la bande dessinée. J'ai été élevé dans une famille très modeste, de tout petits employés, une famille très unie également, où mon frère et moi, nous avons été entourés de beaucoup d'affection. Quant à l'époque, je me souviens surtout, bien sûr, de celle d'après-guerre, au moment où la Belgique se remettait de cette guerre et où elle pansait ses plaies, où elle était encore groupée, rassemblée autour de son roi, Albert. Bref, l'impression générale dont je me souviens, c'est celle d'une époque calme et paisible. Hergé a 11 ans, quand finit la guerre 14-18, quand commence, sans qu'on le sache, l'entre-deux-guerres. On veut oublier l'horreur et profiter des bienfaits qui s'appellent électricité, automobile, cinéma, gramophone et vacances pour tous. La Belgique, à laquelle on prédisait un avenir de courte durée, est majeure. C'est avec faste que l'on vient de célébrer le 100e anniversaire de la naissance de notre patrie, en présence du roi Albert et de la reine Élisabeth. Le cinéma est sorti de l'œuf et ses héros vont captiver l'adolescent Georges Rémy. Chacun de leurs gestes sera plus tard l'objet d'un gag, l'objet d'un trait. Les livres illustrés font partie de ces lectures de jeunesse. Le Zygépus d'Alain Saint-Augan est pour Hergé une découverte importante. Déjà, des phylactères et le dépaysement. L'œuvre de Benjamin Rabier également, dont les animaux inspireront ceux des premières aventures de notre héros. Héros dont le nom, semble-t-il, était dans l'air. Tous ces gens, tous ces créateurs de bande dessinée, tous ces artistes, tous ces héros de bande dessinée ont eu certainement une influence sur ce que j'ai fait par la suite. Mais il y a une découverte encore qui m'a marqué beaucoup plus profondément, qui a eu une importance beaucoup plus considérable sur ma vie, et c'est celle du scoutisme, où j'ai découvert là un esprit tout nouveau, d'abord l'amour de la nature, l'esprit de jeu, l'esprit d'équipe, la camaraderie, la parole d'honneur, aussi la bonne action qu'on essaye de faire tous les jours. Enfin bref, tout ce que nous a apporté l'invention de Baden-Powell. 25 000 scouts acclament Lord Baden-Powell, créateur et chef mondial du scoutisme. Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres. L'ancien Boy Scout se penche parfois sur son passé. Dans ce collège où les professeurs étaient des abbés, il accomplit ses études secondaires. Georges Rémy était abonné à la place de Bromier, sauf, le croirez-vous, en dessin. Il devait se rattraper par la suite.
Hergé fit partie de ces scouts catholiques. Et c'est dans le journal Le Boy Scout belge qu'il fit ses premières armes. Un personnage important, capital dans la vie d'Hergé, l'abbé Wallet. Directeur du journal catholique le XXe siècle, il créera à l'intention des jeunes le Petit XXe et en confiera la responsabilité à Hergé. Et c'est là que Totor, le Boy Scout, se transformera en Tintin, le reporter. J'étais employé dans un journal et il y avait au-dessus de moi, il y avait le rédacteur. Et au-dessus du rédacteur, il y avait le reporter. Et le reporter, c'était le grand voyageur. C'était d'ailleurs l'époque où il y avait la croisière jaune, où il y avait Alain Gerbeau, où il y avait tous ceux qui parcouraient le monde, les grands journalistes comme Albert Londres et Kessel. Et j'ai voulu faire de Tintin, justement, un reporter de journal qui lui aussi allait voyager. Et pour son premier voyage, la chose qui m'a paru la plus importante à l'époque, c'était ce pays dont nous parvenaient des échos bien souvent terrifiants et en tout cas extrêmement contradictoires, c'était la Russie des Soviets. En 1917, un empire s'est écroulé. Le tsar de toutes les Russies et sa famille ont été massacrés. Le monde en a été ébranlé. L'exemple à suivre pour les uns provoque la panique des autres. Le XXe siècle était un journal catholique, qui disait catholique à l'époque disait anticommuniste, et le bolchevique au couteau entre les dents est l'ennemi. C'est un livre écrit par un Belge qui va inspirer le père de Tintin. Dans Moscou sans voile, Joseph Douillet, qui avait été consul, dressait un bilan négatif impressionnant de la Russie des Soviets. Et Tintin va y découvrir que seul le bon communiste peut survivre. Y découvrir que dans cette Russie, ce n'est que terreur, désolation et famine. La police secrète règne en maître et la propagande est destinée à duper l'étranger. Après avoir vécu une si périlleuse aventure, Tintin et Milou revinrent au pays et reçurent un accueil triomphal. C'est l'accueil réservé aux héros. Et les héros sont légion, dont Lindbergh. Lindbergh qui a relié d'un coup d'aile l'Amérique à la France. C'est vrai que le monde rétrécit. La guerre 14-18 en a laissé certains sur leur soif d'exploit. Alain Gerbeau, de 1923 à 1929, boucla un tour du monde. C'est le triomphe du navigateur solitaire. Les chantiers navals sortent des bateaux géants. Ils emporteront, comme le Queen Mary, des milliers de passagers. Ces grands navires portent aussi les rêves de ceux qui, hélas, n'y mettront jamais les pieds. L'orgueil de deux nations, le Queen Mary et le Normandie, se disputent pendant des années le ruban bleu. Le journaliste devient grand reporter. La colonie est à la porte. L'Europe suit l'invitation de l'exposition coloniale française lancée par monsieur le maréchal Lyautey. La Belgique a aussi ses héros. 1925. Edmond Thieffry, lieutenant aviateur aux nombreuses victoires, proposa de relier la Belgique au Congo par la voie des airs. Un appareil fut construit à Bruxelles. À vol d'oiseau, 6250 km séparent la Belgique de sa colonie.
Plus de 60 000 Européens y vivent aujourd'hui, dans des régions admirables qui produisent quelques-unes des richesses économiques du globe. C'est dans ce contexte que Tintin et Milou s'embarquent pour le Congo belge. L'Afrique avec un grand A, où on les attend. Notre reporter est simplement venu rappeler aux Noirs qu'en toutes circonstances, l'homme blanc faisait marcher ses cellules grises et les locomotives. L'attitude de Tintin est le reflet exact d'une période où l'Occident se donnait une mission sacrée de civilisation. Hergé n'a fait que consulter les journaux pour trouver son inspiration. La technique du blanc émerveille ou épouvante l'Africain, mais n'oublions pas que des contemporains d'Edison pensaient qu'un homme était caché sous la table où se trouvait son phonographe. Pour le jeune visiteur de l'exposition coloniale de 1931, le Congo, c'est aussi un immense réservoir d'animaux sauvages. On a du mal à ne pas sourire devant les commentaires on ne peut plus sérieux de l'époque. Coloniser, c'est civiliser. L'école est à la base de la civilisation. Les missionnaires ont compris la nécessité de dégager des liens de l'analphabétisme, cette masse noire d'Afrique. Lors d'une réédition de Tintin au Congo, Hergé lui-même s'est senti obligé de transformer en leçon de calcul la leçon d'histoire. En 1931, Hergé a 24 ans, Tintin repart vers l'Amérique, monde encore 1000 fois plus neuf qu'aujourd'hui. Chicago, gigantesque abattoir de vaches et de gangsters, rivalisait avec New York dans l'intérêt des lecteurs. Les reportages que l'on peut lire à l'époque sont partagés entre l'émerveillement et l'horreur. Que devient l'homme dans tout ça, s'inquiète-t-on? Tintin met bien sûr le doigt dans tous les engrenages, mais le retire à temps. Il prouvera qu'il conserve ses qualités de boy scout, incorruptible et chevaleresque. Hergé stigmatisera l'attitude des Américains blancs, exploitant les peaux rouges et s'emparant de leur territoire pour y faire pousser une forêt de gratte-ciel. Tintin échappe à cette fascination un peu superficielle du Nouveau Monde et son créateur avec lui. Oui, jusqu'à présent, dessiner des aventures de Tintin, c'était un jeu, c'était une farce, une vraie petite farce. Mais à ce moment, j'ai rencontré un jeune Chinois, dont le nom était Chang Chong-jen, et qui m'a ouvert les yeux sur la civilisation chinoise, et qui m'a fait mieux prendre conscience d'une sorte de responsabilité que j'avais vis-à-vis des lecteurs. C'est à partir de ce moment-là que j'ai accordé une plus grande importance aux détails, à la documentation, et faire en sorte que les histoires soient plus justes, plus vraies. Ah, le lotus bleu, c'est un tournant dans l'œuvre d'Hergé. D'abord va naître une amitié qui ne se démentira jamais avec un jeune Chinois, Chang Chong-jen. Et Chang va conseiller Hergé, et même participer graphiquement à la réalisation de cet album. Ensuite, Tintin va se trouver plongé dans une actualité qui dépasse l'anecdote, propre à un pays, pour atteindre l'échelon international. D'Europe et d'Amérique, des navires sont partis en direction de Shanghai. Le fameux péril jaune menace les Blancs qui vivent en Chine. Les Japonais, sur un mince prétexte de sabotage, entament avec la Chine un conflit qui va se prolonger bien au-delà de l'album. La SDN prouvera qu'elle est un grand machin incapable d'arrêter la machine de guerre.
L'influence du trait chinois, économe, sur le dessin d'Hergé sera capitale et il en sortira la ligne claire. La réalité et la fiction sont intimement mêlées dans le Lotus bleu. Tintin, grâce à Chang, acquiert une part d'humanité qu'il ne possédait pas dans les aventures précédentes. Chang le sauvera à son tour et Hergé ne sait pas encore qu'ils auront l'occasion de se retrouver à la Seine comme à la ville. Il est facile aujourd'hui de jouer les devins, mais les bruits de bottes ne laissaient pas Tintin indifférent. La Belgique, comme une partie de l'Europe, sera divisée. Certains hurleront avec les loups et des partisans de la Grande Allemagne n'hésiteront pas à porter l'uniforme ennemi. On sent monter la tension. Et ce n'est pas par hasard qu'Hergé publie Le Sceptre d'Ottokar où les références à la situation sont limpides. Mais Le Sceptre d'Ottokar, c'est un peu un conte de fées car cela finit bien. Voilà un petit pays heureux, la Sildavie. Heureux après avoir longuement lutté pour acquérir son indépendance. Le cocktail Sildave est composé de 2 doigts d'Angleterre et d'un zeste de forêt viennoise. Et l'on n'est pas surpris d'y découvrir une chanteuse qui ne sait pas encore qu'elle va devenir une diva. La Castafiore chante sur un volcan, car la Bordurie, voisine de la Sildavie, la valerait bien. Elle possède pour cela une infrastructure qui ne demande qu'à faire ses preuves et dont la raideur est caractéristique. Que deviendrait la Sildavie sans Tintin? Tintin qui saura lire entre les lignes. Tintin se lance encore dans une nouvelle aventure alors que le conflit va éclater. L'or noir commence sur une menace d'envergure, l'essence a un pouvoir explosif qui pourrait paralyser le monde à volonté. Et Tintin va donc enquêter, mais il sera obligé d'interrompre ses investigations dans des décors peu éloignés de la réalité, car la situation est grave. Mai 40, mois noir. Envahie par les Allemands, la Belgique abandonne le combat. Que peut penser un Belge démobilisé quand il est catholique et que le roi déclare « Reprenons le travail ». C'est vrai, le roi, après la campagne des 18 jours, a prononcé un discours très important, à mes yeux en tout cas, et qui disait « Demain, la Belgique se remettra au travail ». Et c'est tout simplement ce que j'ai fait, je me suis mis au travail. Et il est certain, en ce qui me concerne, je n'avais aucune sympathie particulière pour les Allemands, je ne connaissais pas d'Allemands. Et tout ce que j'ai fait réellement, je l'ai fait, bien sûr, j'ai dessiné des histoires de Tintin purement et simplement, seulement il est parti dans d'autres directions. L'album du Crabe aux pinces d'or, dont nous extrayons ces images, a d'abord paru en feuilleton dans le journal belge Le Soir. Le Soir, un journal contrôlé par les Allemands. Dans cette aventure, Hergé a réalisé un véritable découpage cinématographique. C'est dans le Crabe aux pinces d'or que Tintin va faire, lui aussi, la connaissance d'un personnage qui se hissera rapidement au premier plan, faisant un peu d'ombre à Milou, le capitaine Haddock.
Hergé lui-même avouera être surpris de l'importance que prendra dans son œuvre cet ivrogne, esclave de son vice. Dans cet album, le dessin, l'invention graphique atteignent un sommet. Hergé considérera que lorsque le capitaine ivre d'alcool et de jurons sème la panique parmi les assaillants, en groupant en une seule case une succession de mouvements, il a réalisé là un de ses meilleurs dessins. Pendant la guerre, l'occupant va tenter une opération de séduction à laquelle certains vont céder, d'autres vont s'incliner. D'autres encore vont faire plus que pactiser et s'engager aux côtés des Allemands. Les artistes vont s'évader dans leurs œuvres et la contrainte fera naître dans bien des domaines des chefs-d'œuvre. Hergé, en cette période, publie, chose nouvelle dans son œuvre, 2 albums dont l'histoire s'enchaîne. Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Les héros, au lieu de partir dans une contrée où la présence d'un reporter pourrait se justifier, vont remonter le temps et grimper dans l'arbre généalogique du capitaine Haddock, qui ne peut descendre que d'un illustre et courageux ancêtre. Il aura hérité à la fois de ses qualités et d'un trésor à la poursuite duquel ils se lanceront. Ils seront aidés dans leurs recherches par l'invention d'un sous-marin de poche. Comme le bathyscaphe fait l'œuvre d'un certain Auguste Picard, ce sous-marin est celui du professeur Tournesol, compagnon désormais inséparable de nos héros. Happy End, le Boy Scout pourra, à l'avenir, mener la vie de château, où Linsart recèle même de quoi effectuer le cas échéant une petite réparation. Pendant la guerre, les films allemands prolifèrent sur les écrans et reflètent la vie quotidienne. Dans la rue, l'antisémitisme s'inscrit en étoile jaune et certains dessins d'Hergé sont suspects. On m'a reproché cette image, mais c'est absolument à côté. Ça n'a rien à voir, cette image n'a rien à voir, cette étoile de David n'a rien à voir avec du racisme ou de l'antiracisme. Elle a été mise là comme décor sur la scène du théâtre où se produisait une sorte de magicien pour accentuer le côté magique, c'est le côté cabale, le côté kabbalistique, le côté abracadabra de l'histoire. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le racisme. Quant au reste, les autres accusations de racisme viennent, je crois, suite à un malentendu. Il ne faut pas oublier que les dessins de Tintin, tous les personnages de Tintin sont des caricatures. Et la caricature consiste à accentuer les caractéristiques d'un individu ou d'un groupe d'individus. Par conséquent, ça a toujours l'air de se moquer de celui qu'on caricature. Et c'est la seule façon aussi de faire en sorte que dans une histoire comme les histoires de Tintin, on sache exactement qui est qui, qu'il soit reconnaissable. Ceci dit, je reviens à l'image qu'on m'a reprochée, c'est celle du financier juif dans l'Étoile mystérieuse. Je reconnais que le moment était très mal choisi pour faire une chose pareille. C'était à l'époque où commençaient ces persécutions contre les juifs. À ma décharge, je dois dire que je ne les ai connus que très peu. J'ai entendu parler de certaines choses, mais on a vraiment compris l'ampleur et l'horreur de ce qui s'était passé qu'après la guerre. Ces propos ne sont pas de ceux qu'on écoutera au moment de l'épuration. La répression s'abat sur Tintin.
C'est l'époque des règlements de compte. Pour certains, l'addition est lourde. Finalement, faire comparaître Tintin dans le box des accusés avait semblé ridicule aux yeux de la justice, et après une courte période de purgatoire, les aventures des héros de Hergé reparaissent dans le journal de Tintin. Le reporter devient un magnat de la presse, des petits et des grands enfants. C'est dans le journal de Tintin que paraît le récit le plus célèbre peut-être de toute l'œuvre d'Hergé, qui sera partagé en 2 albums peu après, On a marché sur la Lune. En écoutant Trifon Tournesol, le capitaine Haddock réagit comme 99 personnes sur 100 l'auraient fait à l'époque. Aller sur la Lune en 5 ans, laissez-moi rire. En fait, il fallait avoir une solide confiance dans le génie de l'homme et surtout être remarquablement informé pour croire en 1950 que la conquête de la Lune deviendrait bientôt une réalité. Car Hergé y croyait vraiment. Ces 2 albums ne sont pas de banales aventures sur fond de science-fiction, plus ou moins fantaisiste, non. La conquête de la Lune est là. Elle est bien là, parfaitement plausible. 7 ans avant le premier Spoutnik, 11 ans avant Youri Gagarin, 19 ans avant Apollo 11, Hergé nous a montré les effets de l'accélération et du freinage en position horizontale au décollage d'une fusée, les effets de l'absence de pesanteur en cabine spatiale, le freinage par rétrofusée à l'alunissage. Un scaphandre lunaire très ressemblant lui aussi. Et les sauts de kangourou sur la Lune, parce que la pesanteur y est 6 fois moins forte. Sauts de kangourou que nous allions voir sur nos écrans de télévision dès 1969 avec Neil Armstrong et Edwin Aldrin. Tintin au Tibet sera pour Hergé, dans bien des sens du mot, un sommet. Un sommet de l'amitié d'abord. Tintin, seul contre tous, croira à la survie de Chang. Chang, son ami chinois. Oui, celui du Lotus bleu disparu dans un accident. Un sommet du graphisme également. Hergé ne s'est pas caché de la crise qu'il traversait à l'époque. On lui a conseillé d'arrêter son travail, il s'est au contraire acharné, et cette activité, constate Numa Sadoul, lui a été plus profitable qu'une psychanalyse. Et cet album est prémonitoire. Ce Chang, qu'il va finir par retrouver après une aussi longue absence. Ce Chang, cet étudiant chinois qu'Hergé avait perdu de vue depuis 46 ans, il a pu le revoir avant de disparaître. Image d'un événement, image d'un rêve qui se réalise comme dans une bande dessinée. Venant de Chine, après des années de recherche, pareil à celui de l'album, il débarque un beau matin. C'est lui. C'est Chang. Tout de suite, un coup de fil à Georges Rémy. Hergé. Tiens, Georges. Ah, je suis à Paris. Oui. Bonjour, bonjour. Mais tout est bien. Un coup d'aile, et c'est Bruxelles. Il est là, Georges. Il est encore là. Malgré sa faiblesse, il est venu à l'aéroport.
Et les cousins de Tintin, ceux qui peut-être ont choisi leur carrière à cause de ce petit héros de papier, sont là pour cette rencontre inespérée. Comment expliquer une émotion qu'on ressent? Comment expliquer quels sont les sentiments qu'on éprouve quand on retrouve après près d'un demi-siècle quelqu'un qui a été pour vous plus qu'un ami? C'est quelqu'un qui a, je le disais tout à l'heure, mais qui m'a ouvert les portes et les fenêtres de toute une civilisation dont j'ignorais tout pratiquement. C'était un monde que Chang m'a ouvert. Hergé Malade avait promis 2 choses. Je viendrai à l'aérodrome chercher Chang et je viendrai à la fête que vous avez organisée. Et quantité d'amis d'Hergé étaient venus spontanément, sentant que des béats comme celle-là, ils n'en verront peut-être plus. Même l'abbé Gosset, qui les avait présentés l'un à l'autre, était lui aussi de la partie. Qui parmi tous les assistants ne devait pas quelque chose à celui qui fit tant pour que la bande dessinée acquiert ses lettres de noblesse? Tous, par leur présence, démontraient à Chang l'importance qu'avait prise cet ami disparu pendant près d'un demi-siècle et grâce auquel, lui, le petit Chang, était resté présent dans le cœur de ses lecteurs. Et Chang n'a pas déçu. Il était tel qu'on l'imaginait. Il sortait d'une bande dessinée comme d'une hibernation. Il retrouvait les ateliers de sa jeunesse. Vous dire Monsieur Chang ou Chang tout court? Mon directeur. Ah non, non, l'élève dans mon école mère. Oui, vous revenez ici, vous avez été à 24 ans? 20 ans? Plus demi-siècle. Demi-siècle. 46 ans. Oui, c'est ça. Voilà, oui. avec tout ce que vous avez fait. Ah oui. Et je vais montrer. Tenez, je vais vous donner Ici, il est là, il est là, Oui. il est là. Voilà. Là, ici. Voilà la photocopie. Oui. La copie de cela. Mais maintenant c'est trop petit. La casquette est trop petite. Chang, à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Chang et la reine Fabiola. Tous les spectateurs de cette soirée applaudirent ces images. Pour chanter. Je voudrais profiter de ma présence ici pour dire à Chang une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que depuis 46 ans qu'il a quitté son ami Hergé, son ami Hergé est devenu, et je crois qu'on peut le démontrer désormais, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Non pas seulement parce qu'il a écrit des bandes dessinées, mais parce qu'il a élevé la bande dessinée à la dignité non seulement d'un art, mais aussi d'un style et d'une philosophie, il faut bien le dire. Parce que il y a des choses que la télévision peut faire voir et des choses que la télévision ne peut pas faire voir. La télévision peut faire voir des images d'histoire et des images de géographie. On peut voir une guerre, on peut voir une révolution, et puis on peut voir des paysages. Et il est vrai que les albums d'Hergé, dès qu'on voyage, se jettent à votre figure, on le voit partout. Il nous accompagne partout, de l'Amérique du Sud au Groenland. Mais ce que la télévision ne peut pas faire voir, c'est la profondeur de la pensée sous la modestie apparente des images. Et je l'avoue, et je voudrais en témoigner en public,
lorsqu'il nous faut réfléchir, nous autres philosophes, sur la théorie de la communication, par exemple, ce n'est pas forcément chez des philosophes très sérieux et dans des traités très abstraits que nous allons chercher notre pâture. Pour ce qui me concerne, je trouve que, par exemple, les bijoux de la Castafiore sont une théorie de la communication autrement profonde que les traités usuels. Et il m'est arrivé, à la Sorbonne, d'avoir à faire un cours autrefois sur le fétichisme. Et vous savez que sur le fétiche, les plus grands philosophes du 19e et du 20e siècle ont parlé. Et après avoir éliminé tour à tour les discours de tel et tel autre philosophe, j'ai bien été forcé, pour la profondeur de la pensée, de traiter de l'oreille cassée. Mes étudiants n'ont pas été du tout scandalisés lorsque, au bout d'une heure, la démonstration était faite que le philosophe le plus profond sur le fétichisme, c'était bien notre ami Hergé. Par conséquent, je voudrais dire à Chang qu'il a dans son ami, non seulement un ami, bien entendu, dont nous fêtons aujourd'hui les retrouvailles, mais qu'il est à côté d'un des plus grands écrivains et d'un des plus grands penseurs de notre siècle. Je le dis avec émotion, mais je le dis, je crois, avec la plus grande certitude. Chang, l'ami d'Hergé, un grand homme, Hergé. Un des plus grands créateurs de personnages qui nous sont devenus aussi familiers parce qu'ils sont quotidiens, parce qu'ils sont immortels, parce qu'ils sont tout simplement classiques. Les personnalités des juges s'y réfèrent. La presse les utilise et le cinéma s'en empare. Attention, attention, amis de Tintin, vous êtes là? C'est dans ce beau jardin que commence, à l'instant, une histoire qui va vous laisser haletant. Et voici le héros de l'histoire. Regardez, c'est Tintin, le garçon qui n'a peur de rien. La voix au téléphone ne parlait pas ainsi, capitaine. Cet homme n'est pas le professeur Bretzel. 1000 milliards de sabords. La porte est fermée. Ce n'est pas tout, capitaine. Regardez. Tintin! Au secours! Allez! Tintin! Au secours! C'est inutile, professeur. Montez dans la voiture. C'est tournesol. Ces moussaillons de malheur enlèvent le professeur. Ce sont sûrement des agents ennemis. Merci, Tintin, de nous avoir amené le professeur Tournesol. Capitaine! Formidable, les amis. Je m'appelle Tintin. Voici le capitaine Haddock. Ah, lui, c'est Milou. Moi, c'est Nico. Et elle, c'est ma sœur Nouchka. Et lui, c'est Gustave. Il est très fort. Lui, c'est Dupont. Et lui, c'est Dupont. Enchantant. Qui vient de Turquie? De Turquie? Alors, capitaine, les nouvelles sont bonnes? Une lettre d'Istanbul. Hein? Victoire! 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 Mon nouveau carburant est au point. Enfin, presque. Une source d'énergie nouvelle est née. Le super tréphoniol. Il était normal que l'œuvre d'Hergé attire les réalisateurs de films. Tant les albums sont découpés comme des scénarios. Tant les gags, les séquences, les angles de prise de vue, les mouvements sont suggérés.
Et puis vraiment, Tintin n'aura manqué aucune consécration. Avait-il imaginé, lorsqu'il sautait d'une case à l'autre, d'une planche à l'autre, qu'il s'immobiliserait un jour sur un piédestal? Se souvient-il aussi que s'il est monté si haut, ce n'est pas tout seul? La légende de Tintin prend sa source ici. À partir d'un certain moment, j'ai effectivement senti le besoin de m'entourer d'une équipe. Ça a commencé très modestement, une équipe qui... Il n'y avait qu'une personne, et cette personne, c'était Jacobs, Edgar Pierre Jacobs, l'auteur de La Marque Jaune, de SOS Météore, Le Mystère de la Pyramide, qui est notre Wells de la bande dessinée. Ensuite a suivi Jacques Martin, qui lui a créé un petit personnage de Gaulois enrôlé dans les armées de César, à Lix, et où ce qui est tout à fait documenté sur cette époque. Il y a eu Jos Lux qui, sous son nom de guerre, Joël Hazara, publie les aventures et les mésaventures d'un petit soldat japonais qui s'appelle Taka Takata. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore Roger Leloup qui a créé les aventures d'une jeune japonaise électronicienne, les aventures de Yoko Tsuno. Il y a eu aussi un dessinateur qui ne fait pas précisément de la bande dessinée, mais de l'illustration, et alors qui s'appelle Bruno Cassirs. Il y en a eu d'autres encore. Il y a eu Guy Tsissi, mais qui a évolué autrement. Il y a eu Gion, qui fait aussi une bande dessinée d'ailleurs, dont Monsieur Magellan. Le courrier est abondant et varié. Excusez Tintin s'il ne vous a pas répondu personnellement. Mais au fait, il doit y avoir derrière un tel héros une nuée, je dirais même plus, beaucoup de dessinateurs, pensez-vous peut-être? Pas du tout, mais une recette. La voici. Copiez-la et vous serez peut-être célèbre. Hergé va chez son collaborateur Bob Demore. Bob Demore se rend chez Hergé. Ils se consultent régulièrement. Alors la recette, très simple. Un crayon, une gomme, du papier, une petite idée au départ. Chaque page doit avoir un maximum d'informations. Il faut qu'on ait envie de la tourner. Un bon découpage, capital. Le geste doit être précis. Le lecteur est exigeant. Je pense que le bras est bien à sa place comme ça. Et voilà. Ok, merci Bob. Oui, parfait. Tout à fait bien. Tout à fait bien. Parfait. L'attitude sera fignolée jusqu'à ce que le dessin soit à l'égal de l'histoire. Simple, clair, lisible, plausible. Le souci du détail est un réel souci. N'a-t-on pas refait l'île Noire parce que les Anglais critiquaient les plaques minéralogiques des voitures, les plaques des rues, la tenue des policemen? Il faut disposer d'une documentation qui, peu à peu, prend des proportions impressionnantes. Si Tintin a longtemps conservé ses pantalons de golf, les objets n'ont cessé de suivre l'actualité. La plantation du décor est essentielle. On doit y être.
C'est grâce aux documents encore qu'un personnage sera plus réel, qu'un objet sera plus crédible. Et ne cherchez plus Moulinsart, c'est ici. À Cheverny, Loir-et-Cher, France, Cheverny, avec un Y et sans L. Ensuite viennent les opérations de mise à l'encre, puis le coloriage, important bien sûr, des teintes naturelles, variant avec la situation et non l'atmosphère psychologique. Les détails des costumes au début de l'album ne doivent évidemment pas varier en cours de route. Le facteur croulerait sous le courrier de protestation. Il faut tout cela, et encore bien d'autres choses, bien sûr, pour que, de Tournai vers le monde entier, s'envole un petit personnage qui a de longues conversations avec son chien. Les chiffres sont sans cesse en augmentation. Ici, on peut fabriquer 100 000 albums par jour. Le phénomène Tintin doit doubler le cap des 100 millions d'exemplaires. Et les traductions ne se comptent plus. On trouve Tintin, bien sûr, en français, en anglais, en allemand, en italien, mais aussi en finlandais, en indonésien, en japonais, en chinois, en hébreu, en arabe, en afrikaans. Pourquoi? Mystère. Peut-être la philosophie du créateur qui pense que les jeux sont souvent les mêmes, même si les étiquettes des boîtes sont différentes. Oui, Tintin c'est un regard amusé et sceptique sur le monde et sur les événements. C'est lorsqu'il y a une phase sérieuse dans mes histoires, c'est immédiatement suivi par un sourire, comme le jour succède à la nuit, mais comme les deux faces d'une même médaille sont inséparables l'une de l'autre, c'est l'avers, c'est le revers, elles sont inséparables, pourtant elles sont tout à fait différentes, c'est ça, quand au sérieux de l'histoire succède immédiatement un sourire. J'ai aussi tenu à être libre, à garder une indépendance totale vis-à-vis de toute conviction même. Et c'est un peu ça qui fait la caractéristique de Tintin. En fait, le capitaine, quand il se fâche, c'est un peu moi quand je me fâche. Que Tournesol, quand il est distrait, c'est moi quand je suis distrait. Les deux Dupont, quand ils font une bêtise, c'est moi quand je fais une bêtise. En fait, Tintin, c'est un peu moi. J'ai réussi, Georges. Je suis devenu quelqu'un. Et après? C'est vrai, Édouard. Tu as toujours tout voulu. Tu n'as pas changé. Toi non plus, Georges, tu n'as pas changé. Ah, ça. L'amitié, c'est tout ce qui restera. Finalement, on passe sa vie à courir après un bonheur futile alors que tout est là. On n'a qu'une vie. Eh oui. Si t'es fort, t'es Sirosport.
cette opportunité de dire bonjour à ma grand-mère et toute ma famille à Paris. Et je suis très contente pour tout votre support. Quelle semaine extraordinaire nous avons passé ici à San Diego. On pourra dire plus tard qu'elle restera certainement dans les annales de cette 28e Coupe de l'América. Et c'est normal, à ce stade de la compétition, vous allez voir que tout s'est joué en mer, mais aussi à terre. On va voir comment, avec la complicité de Bertrand Chéret tout au long de ce ticket bleu. Nous allons nous reporter tout de suite à samedi dernier. Les Italiens et les Néo-Zélandais ont déjà couru 4 manches à ce stade de la compétition. Et là, le score est sans appel. 3 victoires kiwis pour une seule du côté italien. Et ça va mal, Bertrand, pour Paul Caillard, qui va donc jeter ses forces dans cette 5e régate. Les Italiens ont viré là la dernière bouée avec 4 minutes d'avance sur les Néo-Zélandais. On se dit que tout va bien pour eux, mais là, un élément va intervenir, et bien c'est le vent. Il s'écroule complètement dans ce dernier bord de vent arrière. Et on va voir, évidemment, qu'ils vont se faire grignoter tout doucement par le bateau Kiwi qui, là, à droite de l'écran, passe Il Moro des Vénétiens. Alors, ce sont des conditions météo auxquelles on n'était pas tout à fait habitués jusque-là, que le vent s'écoule de cette manière-là. On a eu ça l'été dernier en entraînement, mais c'est la première fois, effectivement, qu'en course, on rencontre cette situation. Et le bateau néo-zélandais continue à progresser avec des voiles qui battent, mais qui ne referment pas, à la différence du bateau italien qui porte un spi trop grand, qui referme derrière et qui le bloque en partie. On se souvient d'une arrivée des Français dans l'un des 3 premiers rangs de Robin, où effectivement le bateau Ville de Paris avait eu un mal fou à passer la ligne d'arrivée et avait à ce moment-là sorti une voile de la garde-robe tout à fait étonnante qui permet de se déhaler quand il n'y a pratiquement plus de vent. Je crois que le vent était à 1 nœud à ce moment-là. Ils avaient passé la ligne d'arrivée comme ça en grignotant mètre par mètre. On est étonné que ces 2 bateaux n'aient pas ça aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la force de vent est encore suffisante à ce moment-là pour qu'ils puissent progresser avec les voiles qui sont établies là? Je pense qu'à cette force de vent, on voit le speed de l'italien au fond qui porte encore un peu. Les voiles qui n'ont pas de recouvrement telles que celles qu'on décrivait tout à l'heure, là, ça s'appelle des whisttakers ou des libellules, en français on appelle ça parfois. Ce sont des voiles en fait de la taille d'un solent et qu'on laisse battre. Et il faut qu'il y ait de la mer pour qu'elle soit propulsive, parce que ça a un effet de palme.